Il a signé les papiers et a incliné son stylo comme s'il venait de gagner un billet de loterie, se moquant de moi juste devant le juge. Mais ensuite, le greffier a placé une enveloppe noire scellée sur le bureau. Quand le juge l'a ouverte, sa voix a fléchi alors qu'elle fixait un nombre qui n'appartenait pas à la réalité. Il pensait que ce divorce était sa victoire. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir la risée. Je m'appelle Chloé Harris, et depuis 3 ans, je suis invisible dans ma propre maison. La pluie martelait la fenêtre à simple vitrage de notre appartement du 3e étage sans ascenseur dans le sud de Baltimore, un rythme gris et implacable qui correspondait à la peinture écaillée sur le rebord. Il était 7h30 du matin un mardi, le genre de matinée qui semblait humide même à l'intérieur. Le radiateur sifflait et cliquetait dans le coin, menant une bataille perdue d'avance contre le froid de novembre, mais Caleb ne semblait pas sentir le froid. Il se tenait devant le micro-ondes, utilisant le verre sombre et réfléchissant comme un miroir pour ajuster sa cravate. C'était une cravate en soie, d'une teinte cramoisie profonde qu'il avait achetée 2 semaines auparavant, affirmant que c'était un investissement pour son image. Il a lissé le nœud, a relevé le menton et a vérifié ses dents. Il ressemblait à un homme se préparant pour une séance photo, complètement déplacé dans une cuisine où le linoléum gondolait sur les bords et où l'air sentait toujours légèrement le café rassis et le vieux placoplâtre. Il ne m'a pas regardé. Il avait cessé de vraiment me regarder il y a des mois. Pour lui, je faisais simplement partie des meubles, une autre chose usée dans cet appartement qu'il était désespéré de laisser derrière lui. « J'ai besoin que ce soit fait aujourd'hui, Chloé », a-t-il dit, sa voix plate. Il s'est détourné du micro-ondes et a pris la grosse enveloppe Kraft posée sur le comptoir en stratifie. Il l'a jetée sur la petite table de la salle à manger où j'étais assise, réchauffant mes mains sur une tasse de thé tiède. L'enveloppe a glissé sur la surface et s'est arrêtée à quelques centimètres de ma main. « Signe », a-t-il dit, un sourire narquois touchant le coin de sa bouche. « Tu m'as assez exploité. » J'ai regardé l'enveloppe. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que disait le jargon juridique à l'intérieur. Nous tournions autour de ça depuis des semaines, depuis qu'il avait remporté cette affaire de règlement énergétique qui avait mis son nom sur la liste des candidats au statut d'associé au cabinet. Le succès ne l'avait pas rendu généreux. Il l'avait rendu cruel. Cela lui avait donné la confiance nécessaire pour se débarrasser des choses qu'il pensait être un poids pour lui. J'ai posé ma tasse. Ma main était ferme. Je l'ai regardé, observant la coupe nette de son costume, la façon dont il se tenait avec une nouvelle posture artificielle. Il était beau d'une manière conventionnelle, le genre de visage qui était sûr qu'on lui pardonnerait ses défauts. Mais j'ai vu la tension dans sa mâchoire. J'ai vu l'insécurité qu'il essayait d'enfouir sous une eau de Cologne coûteuse et une ambition agressive. « As-tu un stylo ?» ai-je demandé doucement. Il a soufflé, un son d'agacement exagéré, et a tapoté ses poches. Il a sorti un élégant stylo plume en argent, un autre achat récent, et l'a laissé tomber sur les papiers. « Fais vite. J'ai une réunion de stratégie à 9h, et je n'ai pas le temps de gérer tes émotions. » J'ai enlevé le capuchon du stylo. La plume était en or, pointue et précise. J'ai ouvert le document à la dernière page, sautant les paragraphes détaillant les biens que nous n'avions pas et les dettes qu'il prétendait être mutuelles. J'ai trouvé la ligne marquée pour ma signature. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je ne lui ai pas rappelé les nuits où j'étais resté éveillé pour l'aider à organiser ses dossiers quand il était un collaborateur débordé, ou les mois où j'avais couvert le loyer avec mon maigre salaire d'assistante administrative pour qu'il puisse payer ses frais d'adhésion au barreau. Rien de tout cela n'avait d'importance pour l'homme qui se tenait devant moi. J'ai pressé le stylo sur le papier. Chloé Harris. L'encre coulait doucement, sombre et permanente. Caleb m'observait, et je pouvais sentir sa déception. Il voulait une scène. Il voulait que je le supplie, que je jette des objets, que je lui donne une raison de me traiter de folle. Il avait besoin d'être la victime d'une épouse collante et irrationnelle pour que son récit soit complet. Mon silence lui a volé cette satisfaction. Il a sorti son téléphone de sa poche pendant que je signais le duplicata. L'écran s'est allumé, se reflétant sur son visage. Son expression s'est adoucie instantanément, passant du mépris à une sorte de charme mielleux. Je savais qui était à l'autre bout de ce message. Madison Price. Elle avait 24 ans, une assistante juridique dans son cabinet avec des yeux brillants et un désir ardent d'être proche du pouvoir, même de son illusion. « Oui, je pars maintenant », a-t-il dit, non pas à moi, mais en dictant une note vocale tout en tapotant l'écran. « Je finis juste de régler les derniers bagages.
Je te vois au bureau. Porte ce truc bleu que j'aime bien. Il a appuyé sur envoyer et m'a regardé de nouveau, faisant glisser les papiers signés dessous ma main avant même que l'encre ne soit complètement sèche. Il a vérifié la signature, satisfait. Enfin, a-t-il marmonné. Il a fourré les papiers dans sa mallette en cuir, le fermoir se refermant avec un son semblable à celui d'un marteau de pistolet. Tu sais, c'est pour le mieux, Chloé. Tu n'allais jamais t'intégrer là où je vais. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la pression de mon monde, quelqu'un qui peut suivre. Il s'est dirigé vers la porte, attrapant son trench coat sur le crochet. Il a fait une pause, la main sur la poignée, me regardant une dernière fois. Il voulait remuer le couteau dans la plaie. Il avait besoin de sentir qu'il avait gagné quelque chose de plus qu'une simple séparation légale. Une fois que le tribunal aura finalisé ça, tu seras seul, a-t-il dit, sa voix forte, projetant comme s'il était déjà dans une salle d'audience en train de prononcer sa plaidoirie finale. Pas de pension alimentaire, pas de soutien. Tu te débrouilles pour ton propre loyer. Ne viens pas pleurer chez moi quand la réalité te frappera. Ne suis pas ma vie, Chloé. Tu es dans le rétroviseur maintenant. Je suis restée assise, parfaitement immobile, mes mains jointes sur la table. Au revoir, Caleb, ai-je dit. Il a ricané, déçu par mon manque de venin, et a ouvert la porte. Le vent humide a tourbillonné dans l'appartement, apportant le bruit de la circulation matinale. Il est sorti et a claqué la porte derrière lui. La vibration a fait trembler le cadre de l'impression d'art bon marché accroché au mur. J'ai écouté ses pas s'éloigner dans le couloir, lourd et rapide, puis le bruit de la porte principale de l'immeuble s'ouvrant et se fermant. Le silence est revenu dans la pièce, plus sûr que le bourdonnement du réfrigérateur sous la pluie. J'ai expiré un souffle que je ne réalisais pas que je retenais. Lentement, j'ai levé ma main gauche et touché mon poignet droit. Pendant des années, j'avais porté un simple bracelet en argent terni. Il était bon marché, quelconque, quelque chose qu'une femme nommée Chloé Harris porterait. Je l'avais enlevé 10 minutes avant que Caleb n'entre dans la cuisine. Ma peau semblait nue là où le métal se trouvait. Elle semblait légère. C'était comme si une chaîne avait été enlevée. J'ai frotté l'endroit avec mon pouce, une sensation fantôme de poids se levant de moi. Je n'étais pas en train de verrouiller quelque chose. J'étais en train de déverrouiller qui j'étais vraiment. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre de la cuisine. J'ai regardé Caleb apparaître sur le trottoir mouillé en bas. Il a ouvert un grand parapluie noir et a marché vers sa berline en location, enjambant une flaque d'eau sans baisser les yeux. Il pensait qu'il marchait vers la liberté. Il pensait qu'il marchait vers un avenir où il était la star. Je me suis détourné de la fenêtre et je me suis dirigé vers le petit bureau dans le coin du salon, celui que Caleb appelait ma station de loisirs. Il pensait que je l'utilisais pour faire du scrapbooking ou payer les factures de services publics. J'ai ouvert le tiroir du bas. Caché sous une pile de vieux magazines de tricot se trouvait un mince carnet noir. Il était banal de l'extérieur, du genre que l'on peut acheter dans n'importe quelle pharmacie pour 2 $. Je l'ai placé sur la table où se trouvaient juste avant les papiers du divorce. Je l'ai ouvert. Il n'y avait pas de page de journal intime sur un cœur brisé. Il n'y avait pas de page tachée de larmes se demandant où notre amour était passé. Au lieu de cela, les pages étaient remplies de colonnes de données écrites de ma main précise et microscopique. 14 octobre, 19h45. Dîner au Bernardin avec Madison Price. Facturé sur le compte client, code de dépense générique 402. Montant, 312 $. 2 novembre. Transfert de fonds de l'épargne commune vers une société à responsabilité limitée non déclarée, CP Venture. Montant, 4500 $. 10 novembre. Correspondance par courriel concernant la divulgation non autorisée de la liste des témoins du grand jury. Transféré sur un serveur personnel. J'ai tourné la page. Collées soigneusement sur le papier se trouvaient des copies de reçus qu'il pensait avoir jetés, des photographies de messages textes prises pendant qu'il dormait, et une chronologie de chaque violation éthique qu'il avait commise au cours des 18 derniers mois. Caleb pensait que j'étais une femme simple qui n'était pas douée avec les chiffres. Il pensait que j'étais Chloé Harris, l'épouse silencieuse qui avait besoin de lui pour survivre. Il n'avait aucune idée qu'il venait de tendre une arme chargée à la fille d'Elias H. Halstead. J'ai ramassé le stylo qu'il avait laissé derrière lui. Il était si pressé de partir qu'il avait oublié son nouveau jouet en argent. Je suis passé à une nouvelle page. J'ai écrit la date, 16 novembre. Papier du divorce signé.
J'ai fermé le carnet. Le jeu ne s'était pas terminé avec sa signature. Il venait de commencer. Le monde agit en supposant que le pouvoir crie. Il croit que la vraie richesse est une tour dorée avec un nom écrit en lettres de 6 mètres de haut, un PDG de la technologie qui divague sur les réseaux sociaux. J'ai été élevé pour comprendre que ces gens sont simplement les plus bruyants. Le vrai pouvoir est le silence. Le vrai pouvoir est la plaque tectonique qui se déplace sous l'océan, invisible jusqu'au moment où elle engloutit le littoral. Mon permis de conduire indique Chloé Harris. Ma carte de sécurité sociale, mes comptes bancaires et le bail de cet appartement portent tout ce nom. Ce n'est pas un faux nom, exactement. C'est un nom choisi. C'est un masque que j'ai conçu pour marcher parmi les vivants sans être consumé par eux. Mon certificat de naissance indique Chloé H. Halstead. Si vous cherchez le nom H. Halstead sur Internet, vous ne trouverez pas de scandale ou de classement de milliardaires. Vous pourriez trouver quelques nécrologies du 19e siècle ou une petite ville au Kansas. Vous ne trouverez pas mon père, Elias H. Vous ne le trouverez pas parce qu'il a passé 40 ans à effacer ses traces avant même de faire les pas. Mon père ne possède pas de marque grand public. Il ne vend pas de téléphone, de voiture ou de sac à main de créateur. Elias Halstead possède les choses qui rendent ces autres choses possibles. Il possède les compagnies d'assurance maritime qui souscrivent 60% du fret mondial. Il détient la participation majoritaire dans les chaînes logistiques qui déplacent le grain à travers l'Atlantique. Il possède les droits miniers sur de vastes étendues de terre dans des endroits que la plupart des Américains ne pourraient pas trouver sur une carte, des endroits où les métaux stratégiques pour chaque batterie et micropuce sont extraits de la terre. Sa richesse n'est pas de l'argent liquide dans un coffre-fort. C'est le sang dans les veines de l'économie mondiale. C'est un nombre si grand que Forbes ne le liste pas parce que leurs chercheurs ne savent pas où chercher. J'ai appris la nécessité des ombres quand j'avais 7 ans. Il y a eu un après-midi spécifique impliquant une camionnette noire, un service de sécurité qui avait été compromis, et 3 jours où mon père n'a pas dormi jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. C'était un complot d'enlèvement, sophistiqué et terrifiant. Après cela, le décret était absolu. Nous sommes devenus des fantômes. On m'a appris que l'argent est un outil, comme un marteau ou un scalpel, mais ce n'est jamais une identité. Mon père m'a dit une fois que si vous devez dire à quelqu'un que vous êtes riche, vous avez déjà perdu votre avantage. Mais la leçon la plus importante que Elias H. Halstead m'a enseignée concernait la condition humaine. Il a dit qu'on ne connaît jamais vraiment une personne quand on est sur un piédestal. Les gens vous regardent avec une adoration calculée. Ils sourient parce qu'ils veulent quelque chose. Pour voir la vérité d'une âme humaine, il faut se tenir en dessous d'eux. Il faut les laisser croire que vous n'avez aucune importance. Ce n'est que lorsqu'une personne pense que vous ne valez rien qu'elle vous montrera qui elle est vraiment. C'est pourquoi je suis venu à Baltimore. C'est pourquoi je suis devenu Chloé Harris. Je voulais une vie qui m'appartienne, pas à mon héritage. Je voulais savoir si je pouvais survivre avec un salaire qui nécessitait de budgétiser les courses. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être choisi pour moi-même, pas pour l'empire attaché à mon ADN. J'ai pris un poste d'assistante administrative chez Bramwell et Kersey LLP. C'était un cabinet d'avocats de taille moyenne, respectable mais avide, rempli de collaborateurs qui sentaient le désespoir et le café bon marché. Mon travail consistait à classer des requêtes, à organiser des calendriers et à écouter les avocats se plaindre de leurs heures facturables. J'étais invisible. J'étais le mobilier. Et c'est là, dans le bourdonnement fluorescent de la salle des photocopies, que j'ai rencontré Caleb. Il était différent à l'époque. Ou peut-être que je voulais juste qu'il le soit. Caleb avait 27 ans, noyé sous 150 000 $ de dettes étudiantes, et terrifié à l'idée d'échouer. Il n'avait pas les costumes sur mesure ni les cravates cramoisies à l'époque. Il portait des chemises de prêt-à-porter qui étaient légèrement trop grandes aux épaules. Il restait tard tous les soirs, non pas parce qu'il était important, mais parce qu'il était lent, méticuleux et avait peur de faire une erreur. Je me souviens l'avoir trouvé dans la salle de pause un mardi soir à 11 h. Il regardait un distributeur automatique, l'air abattu parce que sa carte de crédit avait été refusée pour un paquet de bretzels. Je les lui ai achetés. $1,50. Il m'a regardé avec des yeux si francs, si reconnaissant que c'était comme un contact physique. Nous nous sommes assis sur les chaises en plastique et avons parlé pendant 1 heure. Il m'a parlé de sa peur de l'échec. Il m'a dit qu'il voulait être un grand avocat, non pas pour l'argent, mais parce qu'il voulait gagner pour les gens qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. Il semblait si sincère.
Il semblait être un homme qui comprenait la lutte. Je suis tombée amoureuse de cette version de lui. Je suis tombée amoureuse du Caleb qui avait besoin de moi, du Caleb qui voyait de la gentillesse dans un paquet de bretzels à 1,50 $. Je l'ai épousé 18 mois plus tard. J'ai signé le contrat de mariage qu'il avait insisté pour avoir, un document standard pour protéger ses futurs revenus, sans sourciller. J'ai gardé mon secret. Je ne lui ai pas parlé du Trust Halstead. Je ne lui ai pas dit que la montre bon marché que je portais était une pièce vintage valant plus que la maison de ses parents, délibérément éraflée pour paraître vieille. Je voulais être sa partenaire, pas sa financière. Je voulais construire une vie au rez-de-chaussée. Je pensais que mon anonymat était un cadeau que je nous faisais. Je pensais que c'était une base de confiance. J'avais tort. Alors que Caleb commençait à réussir, la normalité même que j'avais cultivée est devenue sa justification pour le ressentiment. Quand il a remporté sa première affaire majeure, il n'est pas rentré à la maison pour célébrer avec moi. Il est sorti avec les associés. Quand il a commencé à gagner de l'argent réel, il a cessé de me voir comme une partenaire et a commencé à me voir comme une ancre. Il a commencé à considérer mon travail administratif non pas comme un travail honnête, mais comme un manque d'ambition. Il a vu mon sens de l'économie non pas comme de la prudence, mais comme une étroitesse d'esprit qu'il avait dépassée. Il a confondu mon silence avec de la stupidité. Il a confondu ma simplicité avec de la pauvreté. Ce fut une révélation lente et angoissante. L'homme qui me remerciait autrefois pour un paquet de bretzels a commencé à critiquer la façon dont je m'habillais pour les dîners de son cabinet. Il a commencé à vérifier les reçus de courses, exigeant de savoir pourquoi j'avais dépensé 5 $ pour du pain. Il a commencé à cacher son téléphone. Il a commencé à utiliser un ton de voix qu'il réservait aux serveurs et aux télévendeurs, un ton de supériorité polie et méprisante. J'ai vu cela se produire. Je l'ai vu se dépouiller de son humilité comme un serpent fait sa mue. Il n'a pas seulement cessé de m'aimer. Il a commencé à avoir honte de moi. Il avait besoin d'une femme qui reflétait son nouveau statut, quelqu'un de brillant et de bruyant comme Madison Price. Il avait besoin d'un accessoire, pas d'une épouse. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais brisé mon personnage. Je n'ai jamais crié « Sais-tu qui je suis ?» Je ne lui ai jamais jeté un relevé bancaire au visage pour le faire taire. Je me suis accroché à la leçon que mon père m'avait enseignée. Je l'ai laissé croire que je n'étais rien. Je l'ai laissé croire que j'étais faible. Je l'ai laissé me traiter comme un objet jetable parce que j'avais besoin d'être absolument certaine. J'avais besoin de savoir qu'il ne restait rien de l'homme que j'avais rencontré dans la salle de pause. Aujourd'hui, quand il a fait glisser ses papiers de divorce sur la table, il l'a confirmé. Le test était terminé. Caleb avait échoué de la manière la plus spectaculaire possible. Il pensait se débarrasser d'un poids mort. Il n'avait aucune idée qu'il coupait sa connexion avec la seule personne qui aurait pu lui donner le monde qu'il désirait si désespérément. Il voulait la grande vie. Il voulait le pouvoir. Il voulait être intouchable. Il aurait pu tout avoir s'il avait simplement été un homme décent. Maintenant, il n'aurait rien de tout cela. Je me tenais au centre de l'appartement silencieux. Le fantôme de son eau de Cologne flottait encore dans l'air, un parfum appelé succès ou quelque chose d'aussi banal. J'ai pris mon téléphone, non pas le modèle bon marché que j'utilisais avec lui, mais l'appareil sécurisé et crypté que je gardais dans le double fond de ma boîte à couture. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 3 ans. Il a sonné une fois. Mademoiselle Halstead, a répondu une voix. Elle était profonde, calme, et sonnait comme du vieil acajou. C'était Arthur Penaligon, le directeur du trust de la famille Halstead et le seul homme en qui mon père avait une confiance totale. C'est fait, Arthur, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas, les papiers sont signés. Je vois, a répondu Arthur. Il n'y avait aucune pitié dans son ton, seulement de l'efficacité. Nous avons surveillé la situation comme vous l'avez demandé. Le dossier sur Monsieur Caleb Vance est complet. Êtes-vous prête à passer à la phase suivante? Oui, ai-je dit. Lancez le protocole. Et Arthur? Oui, mademoiselle Halstead. Assurez-vous que les documents d'homologation sont livrés au tribunal exactement au moment où le juge appelle le numéro de dossier. Je veux que le timing soit impeccable. Considérez que c'est fait. Bienvenue à nouveau, Chloé. J'ai raccroché. J'ai regardé l'appartement une dernière fois. C'était une cage que je m'étais construite, mais la porte était ouverte maintenant.
J'en avais fini d'être Chloé Harris, l'assistante administrative. Il était temps de rappeler au monde, et à Caleb Vance, ce qui se passe quand on réveille un géant endormi. Le succès est une drogue, et Caleb Vance n'avait absolument aucune tolérance pour cela. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était une corrosion progressive, comme la rouille qui ronge le châssis d'une voiture. Cela a commencé quand il a remporté le règlement Whitman, une affaire de dommages corporels qui a rapporté des honoraires de résultats à 6 chiffres pour le cabinet. Soudain, l'homme qui vérifiait le prix des œufs faisait des recherches sur des tailleurs sur mesure en Italie et lisait des magazines sur l'investissement dans les cigares. Il a commencé à organiser sa vie, et la première chose qu'il a réalisée, c'est que je ne correspondais pas à l'esthétique. Je me souviens de la fête de fin d'année de l'entreprise au Four Seasons en décembre. Je portais une simple robe bleu marine, quelque chose d'élégant mais de discret, acheté en prêt-à-porter dans un grand magasin. Caleb portait un smoking qui coûtait plus cher que ma première voiture. Tout au long de la soirée, il m'a présenté aux associés principaux avec un sourire crispé et apologétique. « Voici Chloé », disait-il, sa main reposant lourdement et possessivement sur mon épaule, me dirigeant légèrement à l'écart de la conversation. Elle s'occupe du foyer. Pas très porté sur le jargon juridique, n'est-ce pas, chérie ? Il riait, un son aigu et étudié, et pivotait son corps pour me couper du cercle. Je suis resté là, tenant un verre d'eau pétillante, à le regarder jouer son rôle. Il était électrique, je dois le lui accorder. Il avait appris à imiter la cadence des riches, adoptant leur posture et leur confiance facile. Mais pour moi, il ressemblait à un enfant portant les chaussures de son père. Puis Madison Price est apparue. Elle avait 24 ans, fraîchement sortie d'un programme d'assistante juridique, et affamée d'une manière qui me terrifiait. Elle avait des cheveux blonds toujours parfaitement bruchés et un rire qui semblait calibré pour flatter l'ego masculin. Elle n'entrait pas seulement dans une pièce. Elle s'annonçait. Caleb, a-t-elle gazouillé, se glissant à ses côtés avec une familiarité qui faisait vibrer l'air entre eux. Elle m'a complètement ignoré, ses yeux fixés sur son revers. Cette pochette est géniale. C'est le mélange de soie dont on a parlé ? Caleb rayonnait. Il a même bombé le torse. Tu as l'œil, Madison. Chloé ici pensait que c'était un peu trop, n'est-ce pas ? Il m'a jeté un regard, ses yeux froids. Elle préfère les choses plus simples. Oh, eh bien, a dit Madison, me regardant enfin avec un sourire apitoyé qui ressemblait à une gifle. Certaines personnes sont simplement à l'aise en arrière-plan. Il faut un certain type de personne pour apprécier les détails plus fins du jeu. Telle était la dynamique. J'étais l'encre. Elle était le vent. Madison faisait sentir à Caleb qu'il était un roi. Je lui faisais sentir qu'il était un imposteur parce que je savais qui il était quand le smoking était enlevé. L'abus est passé du social au financier avec une vitesse terrifiante. Je reprends la gestion des comptes du ménage, a-t-il annoncé un soir de janvier, fermant son ordinateur portable d'un coup sec. Tu n'es pas doué avec les chiffres, Chloé. J'ai vu la facture de service public. Tu l'as payée 2 jours en avance. Sais-tu combien d'intérêts nous perdons en déplaçant les liquidités trop tôt ? C'est inefficace. C'était absurde. Nous parlions de quelques centimes, mais il avait besoin de contrôle. Il avait besoin d'être le directeur financier de notre mariage. Si ça te fait plaisir, Caleb, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Ce n'est pas une question de plaisir. C'est une question de stratégie, a-t-il corrigé avec condescendance. Je dois optimiser notre flux de trésorerie. Toi, contente-toi des courses et essaie de respecter le budget. Je nous mets à une allocation stricte. L'ironie était suffocante. Moi, qui avais été formé par les meilleurs experts comptables judiciaires du monde pour suivre des actifs sur 3 continents, j'étais mise à une allocation par un homme qui venait de louer une Porsche qu'il pouvait à peine se permettre d'assurer. Mais je l'ai laissé faire. J'ai remis les mots de passe. Je l'ai laissé critiquer mon achat de lessive de marque générique. Et pendant qu'il jouait au grand homme, j'ai commencé à observer. Il pensait que parce qu'il avait changé les mots de passe, j'étais exclu. Il ne savait pas que j'avais installé un enregistreur de frappe sur notre ordinateur de bureau partagé 6 mois auparavant, déguisé en mise à jour de pilote pour l'imprimante. Chaque nuit, pendant qu'il dormait, je passais en revue les journaux. J'ai vu les courriels à Madison. Ils ont commencé comme des plaisanteries de travail, des échéances, des dates d'audience, mais ont rapidement dégénéré en confessions nocturnes. Elle ne me comprend pas comme toi,
a-t-il écrit à 2 heures du matin. J'ai l'impression d'étouffer dans la médiocrité quand je suis à la maison. J'ai vu les notes de restaurant, $300 pour des sushis un mardi alors qu'il m'avait dit qu'il travaillait tard sur une déposition. Un week-end dans un spa en Virginie, répertorié comme un séminaire de développement client. Mais le vrai coup de poignard est venu en février. Je vérifiais nos documents fiscaux lorsque j'ai trouvé une anomalie dans son rapport de crédit. Il y avait une demande de renseignement d'une banque que je ne reconnaissais pas. J'ai creusé plus profondément, en utilisant un accès dérobé au registre des entreprises de l'État, une astuce qu'Arthur m'avait apprise quand j'avais 19 ans. Je l'ai trouvé, Vance Strategic Holdings LLC. C'était une société écran constituée il y a 4 mois. Et quand j'ai extrait les statuts de la société, mon sang s'est glacé. Il s'était désigné comme gérant. Mais pour le garant, la personne dont le crédit a été utilisé pour garantir la ligne de crédit initiale de $50 000, il avait utilisé un nom spécifique, Chloé Harris. Il avait falsifié ma signature. Il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale. Il avait épuisé ses propres cartes de crédit en achetant des costumes et des dîners pour Madison, alors il avait volé mon identité pour financer sa liaison et son ego. Il me refilait ses dettes, préparant un scénario de bouc émissaire. Si l'entreprise échouait ou s'il se faisait prendre, la dette serait à mon nom. Je suis resté assise dans le salon sombre, la lueur de l'écran de l'ordinateur portable illuminant le mensonge. La plupart des femmes auraient crié. Elles l'auraient réveillé, lui auraient jeté l'ordinateur à la tête et auraient exigé le divorce sur le champ. Je ne l'ai pas fait. J'ai senti un calme étrange et glacial s'installer en moi. Ce n'était plus un mariage. C'était une transaction qui avait mal tourné. Et en affaires, quand un partenaire tente de vous frauder, on ne devient pas émotif. On le liquide. J'ai sauvegardé les documents sur un disque cloud crypté. J'ai pris des captures d'écran des signatures numériques. J'ai retracé le flux d'argent de la ligne de crédit vers son compte PayPal personnel et de la vers des bijouteries et des hôtels. J'ai constitué le dossier. Je suis devenu une machine. Le lendemain matin, j'ai versé son café exactement comme il l'aimait. Voilà, ai-je dit, en posant la tasse sur le comptoir. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. As-tu récupéré mon pressing? Le costume bleu doit être prêt pour la réunion des associés demain. Je le récupérerai cet après-midi, ai-je dit doucement. Bien. Et Chloé? Il m'a regardé, ses yeux se plissant de dédain. Essaie de faire quelque chose avec tes cheveux. On pourrait rencontrer des gens. Je vais essayer, ai-je dit. Il est parti sans un baiser. J'ai passé l'après-midi à sécuriser ma propre sortie. J'ai déplacé mes fonds d'urgence personnels, la petite somme que je gardais de mon salaire d'assistante, sur un nouveau compte qu'il ne pouvait pas toucher. J'ai préparé un sac d'urgence et je l'ai caché dans le coffre de ma voiture. À 4 heures, mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas avec un indicatif de New York. J'ai répondu, m'éloignant de mon bureau au cabinet d'avocat où je faisais encore semblant de travailler. Bonjour, Madame Chloé Halstead, a dit une voix. Ce n'était pas Arthur cette fois. C'était une femme, à la voix nette et professionnelle. C'est la greffière du bureau des successions et testaments du Delaware. Je vous appelle pour confirmer la réception de l'affidavit final concernant la succession d'Elias Halstead. J'ai fermé les yeux, expirant un souffle que je retenais depuis des années. J'écoute, ai-je dit. L'ordonnance d'exécution est prête, a poursuivi la femme. La dernière directive de votre père a été traitée. L'intégralité du Trust Halstead, y compris les filiales maritimes et le portefeuille de droits miniers, est prête à être transférée sous votre contrôle exclusif dès la dissolution de votre statut matrimonial actuel. Les avocats ont le dossier d'homologation scellé et marqué urgent pour le tribunal. Merci, ai-je dit. Voulez-vous que nous l'envoyions à votre domicile? Non, ai-je dit, en regardant Madison Price passer devant mon bureau, ricanant de quelque chose sur son téléphone. Envoyez-le directement au juge. Tribunal de la famille du comté de Harbor, salle d'audience 4B, demain matin à 9 heures. Compris, mademoiselle Halstead. J'ai raccroché le téléphone. Caleb pensait qu'il se débarrassait d'un fardeau. Il pensait qu'il me dépouillait de ma dignité. Mais alors que je le regardais taper dans la main d'un collègue dans la salle de conférence aux parois de verre, riant d'une blague qui était probablement à mes dépens, je connaissais la vérité. Il ne divorçait pas d'une épouse. Il déclarait la guerre à un empire,
et il venait d'être à court de munitions. Les couloirs du tribunal de la famille du comté de Harbor sentaient la cire, le café rassis et le désespoir silencieux. C'était un endroit où les vies étaient disséquées et divisées en pourcentages, où l'amour allait mourir sous le bourdonnement fluorescent de l'éclairage gouvernemental. La plupart des gens parcouraient ces couloirs la tête basse, portant le poids de l'échec sur leurs épaules affaissées. Mais pas Caleb. Il est arrivé comme s'il assistait à une cérémonie d'inauguration d'un bâtiment portant son nom. J'étais assise sur un banc en bois dur près de l'entrée de la salle d'audience 4B, les mains jointes sur mes genoux. Je portais une robe gris anthracite que je possédais depuis 5 ans. Elle était modeste, légèrement délavée aux coutures, le genre de vêtement qui fait qu'une personne se fond dans le décor. Je ressemblais exactement à ce que Caleb disait que j'étais, une femme sans rien, sur le point de perdre le peu qu'elle avait. Caleb est sorti de l'ascenseur avec Gordon Slatt, son avocat hors de prix. Gordon était un homme qui facturait $600 de l'heure pour intimider les gens, portant un costume qui coûtait plus cher que ma voiture. Il riait. Caleb a dit quelque chose, faisant un geste large et expansif de la main, et Gordon a gloussé, secouant la tête. Il ressemblait à deux vieux amis se rendant à un terrain de golf, pas à un mari et son avocat arrivant pour mettre fin à un mariage. Et puis je l'ai vu. Madison Price marchait un pas derrière eux. Elle n'était pas censée être là. Habituellement, l'autre femme reste cachée jusqu'à ce que l'encre soit sèche. Mais Caleb était si confiant, si ivre de son propre récit de victoire, qu'il l'avait amenée. Elle portait un blazer de couleur crème et une jupe techniquement professionnelle mais coupée agressivement courte. Elle a balayé le couloir du regard, ses yeux se posant sur moi. Elle n'a pas détourné le regard. Au lieu de cela, elle a offert un petit sourire crispé, un sourire de vainqueur. Caleb m'a vu alors. Il n'a pas dit bonjour. Il a vérifié sa montre, une montre de plongée massive qu'il avait achetée à crédit le mois dernier, puis s'est penché pour murmurer à Gordon. Sa voix n'était pas aussi basse qu'il le pensait. Faisons ça vite, Gordon. Elle n'a rien à réclamer. Je veux juste que le jugement soit signé pour que je puisse retourner au bureau avant midi. Gordon m'a jeté un coup d'œil, ses yeux parcourant ma robe simple et mes chaussures éraflées. Il m'a immédiatement écarté. Ne t'inquiète pas, Caleb. Dissolution standard. Pas de bien, pas d'enfant. On sera sorti d'ici en 20 minutes. Ils sont passés devant moi pour entrer dans la salle d'audience. Madison s'est arrêtée en passant près de Caleb, sa main se tendant pour brosser un duvet invisible de son épaule. C'était un geste intime, de revendication. Elle marquait son territoire juste devant moi. Caleb s'est pavané sous son contact, se redressant un peu. Il m'a regardé, les yeux pleins de pitié mêlés de dédain. « Tu peux entrer maintenant, Chloé » a-t-il dit, avec un ton de parent déçu. Finissons en. Je me suis levé. Mes jambes étaient solides. J'arrive, Caleb. La salle d'audience était froide. La juge Marlo Carter était assise derrière le haut pupitre, l'air ennuyé. C'était une femme d'une 60aine d'années avec des lunettes pointues et l'attitude de quelqu'un qui avait entendu tous les mensonges qu'un être humain pouvait raconter. Elle avait une pile de dossiers devant elle et un greffier tapant rapidement à sa gauche. Nous avons pris nos places. Caleb et Gordon se sont assis à la table de droite. Je me suis assise seul à la table de gauche. Madison a pris place dans la galerie directement derrière Caleb, se penchant en avant pour que son parfum flotte vers lui. Affaire numéro 4920, a annoncé l'huissier. Vance contre Vance. Requête en dissolution de mariage. La juge Carter a ouvert le dossier devant elle. Elle a feuilleté les pages rapidement, ses yeux balayant le manque de complexité. Je vois que nous avons une requête conjointe, a dit la juge Carter, sa voix sèche. Pas d'enfants mineurs, pas de biens immobiliers, des biens communs minimes. La requérante renonce à la pension alimentaire. Le défendeur, c'est-à-dire vous, Monsieur Vance, renonce à toute réclamation sur les effets personnels de l'épouse. Est-ce correct? Gordon s'est levé, boutonnant sa veste. C'est exact, votre honneur. Mon client veut juste une rupture nette. Nous nous sommes mis d'accord sur un partage équitable du compte courant, qui contient moins de $2000. Nous sommes prêts à signer. Caleb était adossé à sa chaise, tapotant son stylo sur la table. Il avait l'air de s'ennuyer. Il ressemblait à un homme qui pensait déjà à l'endroit où il emmènerait Madison déjeuner pour célébrer. Madame Vance, le juge m'a regardé. Acceptez-vous ces termes?
Je me suis levé lentement. Oui, votre honneur. Cependant, il y a la question du contrat de mariage concernant les biens propres. Caleb a reniflé. C'était un son fort ailé dans la pièce silencieuse. Il s'est penché vers Gordon et a chuchoté, elle essaie de garder son matériel de tricot. Gordon a réprimé un sourire et s'est adressé au juge. Votre honneur, nous reconnaissons le contrat de mariage. Mon client n'a aucun intérêt pour les passe-temps personnels de Madame Vance ou les petits objets acquis avant le mariage. La juge Carter semblait prête à frapper avec son marteau. Très bien, s'il n'y a pas d'autres requêtes. À cet instant précis, les lourdes portes doubles au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. Le son était discordant. Tout le monde s'est retourné. Un greffier du tribunal, essoufflé et rouge, s'est dépêché dans l'allée centrale. Il portait une épaisse enveloppe en cuir noir. Ce n'était pas un dossier Kraft standard. Elle était texturée, lourde et scellée à la cire rouge qui avait été estampillée d'un insigne. Une étiquette rouge vif était apposée sur le devant, homologation urgente, état du Delaware. Le greffier a contourné l'huissier et s'est dirigé directement vers le bureau du juge. Veuillez m'excuser pour l'interruption, votre honneur, a dit le greffier, sa voix tremblant légèrement. Ceci vient d'arriver par coursier de la cour de la chancellerie du Delaware. Il est marqué pour une inclusion immédiate dans le dossier Vance concernant la distribution des biens. Caleb a froncé les sourcils. Il s'est penché vers Gordon. Qu'est-ce que c'est? As-tu déposé quelque chose? Non, a chuchoté Gordon en retour, l'air confus. Je n'ai rien déposé. La juge Carter a pris l'enveloppe noire. Elle a regardé le sceau. Elle a regardé le cachet d'urgence. L'ennui a disparu de son visage, remplacé par une intensité vive et concentrée. Elle a pris un coupe-papier et a fendu le sceau. Le son du papier qui se déchire a semblé résonner dans le silence. Elle a sorti une pile de documents. Le papier était épais, de haute qualité. Elle a commencé à lire. Alors que ses yeux parcouraient la première page, son expression a changé. Ses sourcils se sont froncés. Elle s'est arrêtée, a cligné des yeux et a relu la ligne. Elle a levé les yeux du papier, son regard se posant sur moi. C'était un regard de choc pur et total. Puis elle a regardé Caleb. C'était un regard différent. C'était le regard que l'on porte à un homme qui se tient sur une trappe sans savoir que le levier a été tiré. Maître, a dit la juge Carter, sa voix avait changé. Elle était plus calme, plus sérieuse. Maître Slatt, êtes-vous au courant du contenu de ce dépôt? Gordon Slatt s'est levé, l'air mal à l'aise. Non, votre honneur. Aucune nouvelle pièce ne nous a été communiquée. Je m'oppose à l'introduction de preuves surprises à ce stade tardif. La juge Carter l'a ignoré. Elle a tourné une page. Ce n'est pas une preuve, maître Slatt. C'est une exécution testamentaire certifiée de la succession d'Elias H. Halstead. Elle concerne la dévolution immédiate de biens à votre épouse, l'unique bénéficiaire. Caleb a ri. Il a vraiment ri. Halstead? Qui est-ce? Son oncle lui laisse une voiture d'occasion? Monsieur Vance, taisez-vous, a sèchement ordonné le juge. Elle n'a pas levé les yeux des papiers. Maître Slatt, ce document décrit un transfert de propriété pour des participations importantes. Ces biens sont désignés comme des biens propres en vertu du contrat de mariage que vous venez de me demander d'appliquer. Importante, a demandé Gordon, sa confiance vacillant. Votre honneur, à quel point cela peut-il être important? L'épouse de mon client est une assistante administrative. La juge Carter a baissé les papiers. Elle a enlevé ses lunettes. Elle a regardé directement Gordon Slatt. Maître Slatt, je regarde un résumé d'évaluation pour une participation majoritaire dans H. Halstead Maritime, 3 consortiums miniers de lithium au Nevada, et un trust aveugle coté à la bourse internationale. La valeur estimée n'est pas quelque chose que je peux prononcer facilement sans compter les zéros. La pièce est devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Madison Price s'est figé dans la galerie. Sa main, qui avait reposé près de l'épaule de Caleb, s'est lentement retirée. Le visage de Caleb est devenu pâle. Le sourire narquois a disparu de ses lèvres comme s'il avait été physiquement giflé. Il s'est levé, faisant basculer sa chaise en arrière. C'est impossible, a-t-il balbutié. C'est. Elle ment. C'est un faux. Chloé, qu'est-ce que c'est?
Asseyez-vous, monsieur Vance, a aboyé le juge. Je m'oppose, a crié Gordon, essayant de reprendre le contrôle d'une pièce qui lui échappait. Votre honneur, nous demandons une suspension. Nous n'avons pas eu le temps d'examiner cela. C'est une embuscade. S'il y a des biens de cette ampleur, ils auraient dû être divulgués lors de la communication des pièces. La juge Carter a pris l'enveloppe noire. Elle l'a tenue comme une arme. Maître Slatt, a-t-elle dit, sa voix glaciale. Le tribunal n'est pas responsable de votre manquement à enquêter sur les antécédents de l'épouse de votre client. Vous avez insisté pour un jugement rapide. Vous avez insisté sur la validité du contrat de mariage. Vous m'avez dit il y a 10 minutes que vous n'aviez aucun intérêt pour ces biens propres. Mais les documents sont certifiés, a poursuivi le juge. Ils proviennent d'une juridiction supérieure, et ils sont explicites. Caleb s'est tourné pour me regarder. Pour la première fois de notre mariage, il me regardait vraiment. Il cherchait la femme timide et effacée qu'il pensait avoir dominée. Il cherchait l'épouse qui découpait des coupons et demandait la permission d'acheter des chaussures. Il ne l'a pas trouvée. Je suis resté assise parfaitement immobile, mes mains reposant légèrement sur la table. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je l'ai simplement regardé avec le calme absolu de quelqu'un qui l'avait vu creuser sa propre tombe pendant 3 ans. Il a vu la reconnaissance dans mes yeux. Il a vu l'intelligence que j'avais cachée derrière le silence. Et dans cette seconde terrifiante, Caleb a réalisé que le scénario qu'il avait lu était faux. Il n'était pas le héros de cette histoire. Il n'était pas le gagnant. Il était l'homme qui avait renoncé à un royaume parce qu'il était trop arrogant pour demander à sa femme qui elle était vraiment. Chloé, a-t-il murmuré, sa voix se brisant. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, attendant que le juge finisse de lire le nombre qui allait le ruiner. Le silence dans la salle d'audience n'était pas vide. Il était lourd, suffocant, le genre de silence qui précède une catastrophe naturelle. La juge Carter a ajusté ses lunettes, ses doigts tremblant très légèrement contre le papier épais et de couleur crème. Elle semblait essayer de traduire une langue étrangère, mais les mots étaient en anglais simple. C'étaient juste des mots qui refusaient de se concilier avec la réalité sordide d'un tribunal de la famille de Baltimore. Le document, a commencé la juge Carter, sa voix projetant avec une fermeté forcée, est le dernier testament d'Elias H. Halstead, daté d'il y a 4 mois, accompagné d'un affidavit de paternité sous serment. Elle a fait une pause, regardant par-dessus le bord de ses lunettes vers moi, puis vers Caleb. Il stipule que l'individu connu sous le nom de Chloé Harris est en fait Chloé H. Halstead, la seule fille biologique et unique héritière d'Elias H. Halstead. Il précise en outre que le nom de famille Harris a été adopté légalement à son 18e anniversaire comme mesure de protection contre l'enlèvement et l'extorsion, un statut maintenu à des fins de sécurité. Caleb a cligné des yeux, sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il ressemblait à un homme essayant de se souvenir comment respirer. La succession, a poursuivi le juge en tournant à la 2e page, n'est pas structurée comme une somme liquide unique. C'est un conglomérat de sociétés de holding, de trusts aveugles et de participations directes. Elle a commencé à lire la liste. Ce n'était pas une liste de biens de consommation tape à accent grave l'œil. Ce n'était pas une liste de choses que l'on voit dans les publicités télévisées. C'était une liste de choses qui dirigent le monde. 100% de la participation majoritaire dans H. Halstead Logistics and Bonded Warehousing, englobant 42 ports d'entrée en Amérique du Nord et en Europe. Actionnaire majoritaire du Trident Maritime Risk Group, souscrivant 60% de l'assurance mondiale du transport commercial. Propriété exclusive du Nevada Rare Earth Mineral Consortium. Tous les droits de propriété intellectuelle pour l'infrastructure du câble à fibre optique de l'Atlantique Nord. La sténographe judiciaire, une femme qui semblait avoir tout vu, a cessé de taper. Ses mains flottaient au-dessus des touches, la mâchoire pendante. Les actifs comprennent des terres privées dans le Montana, le Wyoming et l'Argentine, totalisant 3 millions d'acres, a poursuivi le juge, sa voix s'élevant d'incrédulité. Et le Halstead Sovereign Grant Fund. Elle s'est arrêtée. Elle a pris une profonde inspiration. L'audit indépendant joint à ce dossier d'homologation estime la valeur totale de la succession, ajustée à la volatilité actuelle du marché, à plus de 1,2 billion de dollars. Le mot flottait dans l'air, billion. C'était un nombre qui n'avait pas de sens. Million, c'est une maison. Milliard, c'est un gratte-ciel. Billion, c'est un pays.
Un halètement a parcouru la galerie derrière nous. Ce n'était pas fort. C'était le son de l'oxygène aspiré hors de la pièce. Caleb n'a pas bougé. Il n'a pas cligné des yeux. Il était figé, son visage un masque de compréhension absolue et terrifiante. C'était un homme qui vénérait l'argent, qui avait vendu son intégrité pour une Porsche en location et une chance de côtoyer des associés qui gagnaient 400 000 $ par an. Et il venait de réaliser qu'il avait passé 3 ans à traiter une femme valant 1,2 billion de dollars comme si elle était un fardeau pour son portefeuille. Je me suis légèrement tourné pour regarder Madison. Elle ne regardait plus Caleb. Elle fixait l'arrière de ma tête, son visage vidé de toute couleur. Ses yeux étaient grands ouverts, calculateurs, terrifiés. C'était une chercheuse d'or qui venait de réaliser qu'elle avait passé des mois à creuser dans un bac à sable tout en se tenant à côté d'une mine de diamants. Elle a su à cet instant que le jeu avait changé. Elle a su que Caleb Vance n'était plus un trophée. Il était le plus grand idiot de l'histoire de l'humanité. Il y a plus, a dit la juge Carter, rompant le silence. Elle a sorti un autre document de l'enveloppe. Il était plus fin, plus ancien. Le papier était légèrement jauni sur les bords. 6 juin à l'ordonnance d'exécution de l'homologation se trouve une copie certifiée conforme d'une clause additionnelle au contrat de mariage, notarié à la date de votre mariage. La tête de Caleb s'est redressée d'un coup. Quoi? Nous avons signé un contrat de mariage. Il protège mes revenus. C'est vrai, a dit le juge, sa voix s'aiguisant. Mais il y a une clause additionnelle. Il semble que ce soit la page 12 du dossier que vous avez soumis au greffier le jour de votre mariage. Je me souvenais très bien de ce jour. Nous étions au palais de justice. Caleb était stressé, vérifiant sa montre, inquiet que nous soyons en retard pour la réservation de déjeuner qu'il avait faite pour impressionner ses parents. Le greffier lui avait tendu une pile de papiers, la licence, le certificat, le contrat de mariage standard sur lequel il avait insisté, et la clause additionnelle que les avocats de mon père avaient discrètement insérée dans la pile. Signe-les, Chloé, avait-il dit, me lançant le stylo après avoir griffonné son propre nom. C'est juste de la paperasse bureaucratique. Nous n'avons pas le temps de lire les petits caractères. Cette clause additionnelle, a lu le juge, stipule que tous les biens détenus par l'une ou l'autre des parties avant le mariage ou hérités pendant le mariage, quelle que soit la source, resteront la propriété unique et séparée du propriétaire d'origine. Elle renonce explicitement à toute réclamation sur l'appréciation, la confusion des patrimoines ou la distribution maritale. Elle a levé les yeux vers Caleb, et a ajouté, clause 4, section B. Il est stipulé que si l'une des parties conteste la validité de ses biens propres en cas de divorce, cette partie sera responsable de 100% des frais juridiques de la partie adverse et de dommages-intérêts punitifs pour avoir fait perdre son temps au tribunal. Caleb s'est levé d'un bond de sa chaise. Le pied de la chaise a crissé contre le sol, un son violent qui a fait avancer l'huissier, la main sur son étui. C'est un mensonge, a crié Caleb, son visage devenant d'un rouge tacheté et violent. Elle m'a piégé. Je n'ai jamais vu cette page. Elle l'a glissée dedans. Je n'aurais jamais signé ça si j'avais su qu'elle était. Si j'avais su qu'elle avait. Il ne pouvait même pas finir la phrase. Il ne pouvait pas dire le nombre. Vous alléguez une fraude, a demandé la juge Carter, sa voix baissant à une octave dangereuse. Oui, a crié Caleb, pointant un doigt tremblant vers moi. Elle a commis une fraude. Elle a caché son identité. Elle m'a laissé croire qu'elle était pauvre. Cela invalide le contrat. Monsieur Vance, a dit le juge en se penchant en avant. Vous êtes avocat, n'est-ce pas? Oui, je le suis, a balbutié Caleb. Et quelle est la première règle du droit des contrats? Caleb est resté là, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sur un quai. La règle, a dit le juge, répondant pour lui, et qu'avait subscriptor. Que le signataire soit vigilant. Vous avez signé le document. Votre signature est ici, claire comme le jour, juste à côté du sceau du notaire. Vous avez eu toutes les occasions de le lire. Vous avez eu toutes les occasions de demander pourquoi le deuxième prénom de votre femme sur le document était H. Halstead. Je pensais que c'était un nom de jeune fille. Je pensais que ce n'était rien, a plaidé Caleb, cherchant l'aide de Gordon Slatt. Mais Gordon s'était éloigné de la table, se distançant physiquement de son client. Gordon savait reconnaître une bataille perdue d'avance. Vous avez supposé, l'a corrigé le juge. Vous avez supposé qu'elle n'était rien,
Alors vous avez traité la paperasse avec le même manque de respect que vous lui avez témoigné. C'était votre choix, monsieur Vance. Et maintenant, c'est votre conséquence. Caleb s'est affalé sur sa chaise. Il avait l'air petit. La suffisance avait disparu. L'arrogance s'était évaporée, laissant derrière elle un homme creux et pathétique qui avait tenu le monde entre ses mains et l'avait jeté parce qu'il était trop occupé à se regarder dans le miroir. Le tribunal accepte les documents, a déclaré la juge Carter, frappant son marteau avec un sentiment de finalité qui a résonné dans la pièce. Les biens énumérés dans l'homologation Halstead sont confirmés comme étant la propriété séparée de l'épouse. Le mari n'a aucune réclamation, pas un centime. J'ai regardé Caleb de l'autre côté de l'allée. Il fixait la table, ses mains agrippant le bord si fort que ses jointures étaient blanches. « As-tu obtenu ce que tu voulais, Caleb ?» ai-je demandé doucement. Ma voix était calme, portant facilement à travers la pièce silencieuse. « Tu voulais un divorce rapide. Tu voulais t'assurer que je ne pouvais pas toucher à ton argent. Tu as eu exactement ce que tu as demandé. » Il a lentement relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, remplis d'un mélange de haine et de désespoir, mais avant qu'il ne puisse parler, le juge a de nouveau pris la parole. « Madame Vance, ou plutôt, Mademoiselle Halstead, a dit le juge. Étant donné que la disparité financière est maintenant astronomique et que le mari a soulevé une accusation de fraude, souhaitez-vous répondre ? Oui, votre honneur, ai-je dit en me levant. J'ai quelques requêtes à déposer. Caleb a tressailli. Il savait que ce n'était pas fini. Il savait que l'heure des comptes allait sonner pour chaque dîner, chaque insulte et chaque dollar volé. La juge Carter n'a pas hésité. C'était une femme qui appréciait l'ironie, mais elle appréciait encore plus la loi. Elle a regardé les documents étalés devant elle, le contrat de mariage en béton que Caleb avait exigé, et la clause additionnelle qui servait maintenant d'arrêt de mort financier, et elle a pris sa décision avec la rapidité d'une lame de guillotine. Sur la base des preuves soumises et du contrat contraignant signé par les deux parties, a annoncé la juge Carter, sa voix résonnant contre les murs lambrissés, le tribunal juge le contrat de mariage valide et exécutoire dans son intégralité. Les biens détenus par la défenderesse, Mademoiselle Halstead, y compris tous les héritages et intérêts commerciaux, sont confirmés comme étant des biens propres. Le demandeur, Monsieur Vance, a droit à 0% de la succession. Elle a pris un stylo et a signé l'ordonnance avec un son sec et grinçant. Le jugement de divorce